Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Chers auditeurs de la 106.1, alors que tout était poussière et que Dieu a voulu que l'homme soit, c'est alors qu'il usa de la puissance du Verbe, soit dit-il, et l'homme fut. Celui-ci naquit, hommes et femmes s'accouplèrent en milliers et peuplèrent la terre, de là est né l'amour. Devant Dieu et les hommes, femmes et hommes se promirent, amour éternel, de là est né le mariage. Droit et société reçoit aujourd'hui un étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques en deuxième année de master en droit des affaires, Massamba Niang, pour parler de ce thème ô combien important, le mariage. Massamba Niang, bonjour. Bonjour, monsieur Niang. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de droit et société. Merci. Sachez que le plaisir partagé ne manque pas au rendez-vous. C'est un immense plaisir d'être reçu dans votre émission Droit et société pour parler du droit. Et mes chaleureuses salutations à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Massamba Niang. Chers auditeurs, comme je l'ai appelé à l'entame de mon propos, le thème d'aujourd'hui porte sur le mariage en droit sénégalais. Massamba, qu'est-ce que donc le mariage? Oui, j'aimerais d'abord rappeler, comme le juriste, c'est les textes, on a l'habitude de le dire, nous aurons comme fondement pour parler du mariage le code de la famille. Issu de la loi numéro 72-61 Vous écoutez Radio École. Juin 1972, entrée en vigueur le 1er janvier 1973. Et dans le code de la famille, donc au niveau du livre 2 intitulé du lien matrimonial, vous verrez dans son chapitre 1er qui traite du mariage. Alors, c'est quoi le mariage? Le mariage, le législateur ne s'amuse pas dans la définition du mariage. Le législateur, dans le code de la famille, si vous lisez l'article 100, qui nous parle de la famille, crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans le mariage, vous verrez que donc le mariage, c'est une union solennelle, selon le législateur, entre un homme et une femme. Point. Le législateur ne s'amuse pas dans la définition. Alors, il devient important aussi de s'attarder sur cette solennité du mariage. Qu'est-ce que ça signifie, cette solennité du mariage? Parce qu'en droit, lorsqu'on parle de solennité, en réalité, on s'attend à une formalité. Il faut forcément l'intervention, par exemple, d'un officier public, par exemple de l'officier d'état civil. Alors que tel n'est pas le cas. Ce n'est pas l'appréhension que l'on doit avoir de la solennité du mariage. La solennité du mariage ne veut pas dire qu'il faut l'officier d'état civil pour que le mariage soit valable, parce qu'on l'a vu dans la pratique, des personnes se marier en dehors de toute intervention de l'officier d'état civil. La solennité signifie tout simplement que pour que le mariage soit valable, il faut un représentant du corps social, il faut un représentant de la société. Il faut un représentant du corps social, il faut un représentant de la société, pour dire que le mariage est solennel, est un acte solennel qui lie un homme et une femme. Alors, si on avance sur ce mariage-là, on voit qu'on peut, avant le mariage, passer par une étape. Une étape que l'on peut appeler aujourd'hui les fiançailles, peut-être. Alors, ces fiançailles-là sont-ils obligatoires en droit? Il est obligatoire de passer par les fiançailles avant le mariage? La réponse est négative, c'est pas obligatoire. Vous pouvez vous marier sans passer par les fiançailles. Les fiançailles sont réglementées à partir des articles 101 et suivants du Code de la famille. L'article 101 du Code de la famille qui précise que les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle l'homme et la femme se promettent mutuellement le mariage. Alors, les fiançailles ne sont pas obligatoires. On l'a vu dans la pratique, des personnes se mariaient même sans passer par les fiançailles. Mais si deux personnes décident de passer d'abord par les fiançailles, en réalité, ces personnes devraient respecter certaines conditions. Les fiançailles donc devrait respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme. Et par rapport aux conditions de fond, c'est à peu près les mêmes conditions qu'avec le mariage, ce qui veut dire qu'il faut le consentement personnel des deux fiancés, mais aussi s'ils sont des mineurs, il faut le consentement du parent, donc celui qui exerce la puissance paternelle, parce que l'article même 109, en dehors même des fiançailles, même dans le cadre du mariage, l'article 109 précise que le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la puissance paternelle à son égard. Mais dans le cadre des fiançailles aussi, c'est la même chose. Si vous êtes mineur, il faut le consentement du parent. Mais aussi, par rapport aussi à l'âge pour se fiancer, il y a une différence. L'âge pour se fiancer est fixé à 15 ans pour la femme et à 17 ans pour l'homme. Dans le cadre du mariage, l'âge pour se marier, l'âge matrimonial pour la femme, c'est 16 ans.
Pour l'homme, c'est 18 ans. Donc, c'est moins d'une année dans le cadre des fiançailles. Alors, pour les conditions de forme, là aussi, c'est simple. Hein. Les fiançailles, il faut les deux qui se promènent mutuellement le mariage en présence de 6 personnes. Donc, 2 témoins de chaque côté, plus un représentant de sa famille, ça va faire 3 du côté du fiancé, 3 du côté de la fiancée, ça va faire au total 6. Ces 6 personnes vont constater donc l'accord des deux qui se promènent mutuellement le mariage. Alors, la présence de ces personnes est importante. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, en cas de contestation, la preuve de l'existence de ces fiançailles va se faire par le biais de ces personnes, de ces témoins. Ces témoignages. Ces témoignages. Donc, c'est la preuve testimoniale, c'est important. Alors, toujours... on vous dit, par rapport aux conditions de forme, la fiancée aussi peut recevoir des cadeaux, un don que l'on appelle un don manuel en nature, de la part du fiancé ou même de sa famille. Donc, c'est ça, par rapport aux conditions de fond et les conditions de forme. Les fiançailles aussi font naître des effets. Donc, par rapport aux effets, ce n'est pas aussi trop lourd comme ce fut le cas du mariage, où on vous parle de devoir de cohabitation, devoir de secours et d'assistance. Dans le cadre des fiançailles, d'abord, on vous dit chacun a le droit de rendre visite l'autre conformément aux usages. Mais aussi, on vous dit, dans le cadre des fiançailles, en plus de ça, il y a une obligation de réserve. L'obligation de réserve, ça renvoie au devoir de fidélité. La fidélité dans ses aspects les plus simples, c'est le fait d'avoir une certaine réserve à l'égard des personnes de l'autre sexe lorsqu'on est fiancé. Dans ses aspects les plus denses, c'est le fait d'éviter d'entretenir des relations intimes avec des personnes de l'autre sexe lorsqu'on est fiancé. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est qu'en termes de fiançailles, en matière de fiançailles, est-ce qu'il y a une durée illimitée ou est-ce que le droit à limiter les fiançailles? Oui, il y a une durée. Les fiançailles ne peuvent pas dépasser une année. Les fiançailles ne peuvent pas dépasser une année. Au-delà d'une année, donc, on ne parle plus de fiançailles. Soit vous transformez ces fiançailles en mariage. Comme je l'ai dit au début, le mariage n'est pas obligatoire après les fiançailles. Vous pouvez donc former les fiançailles sans vous marier. Vous pouvez rompre les fiançailles librement, même nous dit le législateur. Ce qui est sanctionné, c'est la rupture abusive. Si par exemple il y a manquement à ces obligations-là, c'est une cause de rupture, c'est un juste motif et le juste motif est apprécié souverainement par le juge. S'il y a une rupture maintenant abusive et que cette rupture abusive est imputable à la fiancée, le code de la famille nous dit que l'homme peut demander restitution des cadeaux qu'il avait offerts à la femme, à la fiancée. Par contre, si cette rupture abusive est imputable maintenant à l'homme, l'homme ne peut pas demander restitution des cadeaux. Et si cette rupture abusive est constitutive de faute, c'est-à-dire l'autre a subi un préjudice suite à cette rupture abusive, cette personne peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 118 du COCC est responsable, celui qui par sa faute cause un dommage à autrui. Voilà. Tout à fait. Alors nous allons avancer, peut-être parler de ce lien-là qui peut exister entre la famille et le mariage. Donc déjà, le code de la famille, dans sa définition de la famille, définir la famille en tout cas n'est pas chose aisée. Alors peut-être que le mariage pourrait nous aider à définir la famille. Quel est ce lien-là qui existe entre le mariage et la famille? C'est une question très pertinente, hein, parce que le législateur éprouve beaucoup de difficultés pour cerner, pour délimiter les frontières de la famille. La famille est une notion très difficile à appréhender par le droit, même si le lexique des termes juridiques nous donne une définition beaucoup plus juridique de la famille, à savoir un ensemble de personnes descendant d'un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation. Le législateur ne suit pas le lexique des termes juridiques pour nous donner une définition de la famille, mais lui se focalise sur un certain nombre de critères, à savoir plusieurs catégories, dont les membres sont unis par des liens de parenté ou d'alliance, établissant entre eux des rapports juridiques variables. La famille est difficile à cerner par le droit. Pour le savoir, il suffit de poser la question c'est quoi une famille, vous recevrez beaucoup de réponses différentes. Tout à fait. Certains vous diront que la famille c'est papa, maman, les frères et sœurs. D'autres vous diront que la famille, il ne faut pas être égoïste, il faut y intégrer les tantes, les oncles, les cousins, cousines, les neveux et nièces. D'autres vous diront qu'il faut y ajouter les amis d'enfance et que, en fin de compte, les gens du quartier avec qui ils ont vécu plus de 20 ans même vont intégrer leur famille. Vous voyez que c'est difficile, parce que la famille préexiste le droit. La famille fait partie de ces catégories juridiques que le droit a rattrapé et récupéré dans le temps et dans les faits. Et le législateur utilise des cercles, que l'on appelle cercles concentriques, pour nous donner une idée, pour délimiter les frontières de la famille. Le législateur utilise ces cercles, et le lien de droit serait plus ou moins fort selon le cercle où l'on se retrouve. Vous verrez que dans le cercle 1, par exemple, il y aura papa, maman, frère et sœur. Dans le cercle 2, on aura par exemple les oncles, cousins, cousines, neveux et nièces. Dans le cercle 3, ascendant, deuxième degré, ascendant au troisième degré, etc. Vous verrez que le lien de droit qui me lie avec ces personnes qui se trouvent dans le cercle 1 n'est pas le même lien qui me lie avec les personnes qui se trouvent dans le cercle 2, cercle 3, etc. Maintenant, le mariage est très important.
Parce que le mariage nous permet de cerner même la famille, le mariage nous permet de définir la famille, puisque le mariage est la porte d'entrée même dans la famille. Le Code de la famille, à son article 100, nous dit que le lien matrimonial crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans le mariage. Le mariage crée la famille en quelque sorte. En quelque sorte. C'est le mariage qui crée la famille. La famille, ce n'est pas toujours le mariage, mais le mariage, c'est la famille. En réalité, lorsque deux personnes se marient, en réalité, ça crée une famille. Ces deux ont un lien de telle sorte que la Constitution même, dans son article 17, nous dit que le mariage et la famille constituent une base naturelle et morale de la communauté humaine. Le mariage est la porte d'entrée dans la famille. Et là, si on dit que le mariage crée la famille, on peut s'inquiéter, on peut s'interroger sur la filiation naturelle. Qu'en est-il de la filiation naturelle? Parce que lorsque deux ne se sont pas mariés et que ces deux-là ont un enfant, l'enfant est un enfant naturel. Il y a un lien de droit entre l'enfant naturel et le père. Il y a un lien de droit entre l'enfant naturel et la mère. Mais il n'y a pas un lien de droit entre le père et la mère, parce qu'il n'y a pas mariage. Il n'y a pas un lien de droit entre la famille de la mère et le père, ni un lien de droit entre la famille du père et la mère. Ce qui veut dire que la filiation naturelle crée une famille incomplète, au moment où la filiation légitime découlant du mariage crée une famille complète, parce que lorsque les deux sont mariés, en réalité, et qu'ils ont un enfant, l'enfant est un enfant légitime, il y a un lien de droit entre l'enfant légitime et le père. Il y a un lien de droit entre l'enfant et la mère, mais aussi il y a un lien de droit entre le père et la mère par le truchement du lien matrimonial. Mais aussi, il y aura un lien de droit entre la famille de la mère et le père, mais aussi un lien de droit entre la famille du père et la mère, parenté par alliance. Parenté par alliance, voilà. Tout à fait. Alors, cela nous permet d'enchaîner directement dans le fond du sujet, le mariage en tant que tel, les conditions de fond, de forme du mariage, qui peut contracter mariage, qui ne peut pas contracter mariage, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage soit en tout cas considéré comme étant un mariage fait de droit. Alors, si je vous parle de ça, quelles sont les conditions pour qu'un mariage soit valable? Alors, par rapport aux conditions pour qu'un mariage soit valable, il faut savoir qu'il y a des conditions de fond, il y a aussi des conditions de forme. Très rapidement, par rapport aux conditions de fond, il faut un consentement. Donc, le consentement des deux époux. Le consentement doit exister. En droit, concernant le consentement des deux futurs époux, le silence ne vaut pas consentement. Ce consentement ne doit pas être tacite, ce consentement doit être implicite. Mais aussi ce consentement, en plus d'exister, doit être intègre, ne doit pas être vicié ni par erreur ni par violence, mais on ne parle pas de dol. Le dol n'est pas vice du consentement, n'est pas violation d'une condition de fond. C'est compréhensible. Peut-être revenir un tout petit peu sur ça, la différence entre le dol et un consentement vicié. Oui, le consentement vicié qui n'est pas intègre, c'est-à-dire par erreur, par violence ou par dol. Exemple d'erreur. L'erreur, c'est une fausse appréciation de la réalité. C'est-à-dire croire pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. Lorsque je me marie avec une personne, par exemple, qui s'appelle Fatou, Fatou, le nom me dit musulmane. Alors, je me marie avec Fatou. Durant le mariage, je me rends compte que Fatou est chrétienne. Fatou n'est pas musulmane. Ça, c'est une erreur parce que Fatou ne m'a pas conduit en erreur. Ce n'est pas le dol. Le dol, c'est lorsqu'on m'a conduit en erreur. C'est une tromperie provoquée par des manœuvres que l'autre a pratiquées à l'encontre. De façon volontaire. Très bien. Pour l'amener à donner son consentement. Le dol, c'est lorsque, par exemple, je dis à cette femme, je suis multimilliardaire. Alors que durant le mariage, elle se rend compte que je suis mécanicien, je ne suis pas multimilliardaire. En réalité, je l'ai poussé en erreur, je l'ai conduit en erreur, ça c'est le dol. Le dol n'est pas pris en compte dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que le législateur a compris que le mariage fait partie de ces unions où le mensonge semble être naturel. Ce n'est pas à partir du moment où vous vous mariez avec X que vous allez lui dire que vous êtes par exemple un homme avare. C'est pourquoi on dit qu'en matière de mariage, trompe qui peut. Loisel, effectivement. Loisel disait en matière de mariage, trompe qui peut. Donc, c'est une expression, donc c'est une citation qui manifeste le fait que le dol n'est pas pris en compte dans le cadre du mariage. Et donc ça, c'était les conditions de fond. Et il y a d'autres aussi conditions, l'autorisation familiale, s'ils sont des mineurs par exemple. Il faut vous pouvez revenir sur ça. Oui, il faut l'autorisation familiale parce que l'article 109 du Code de la famille précise que le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la puissance paternelle à son égard. Donc, si deux personnes qui se marient sont des mineurs ou bien l'un d'entre eux est mineur, il faut le consentement de celui qui exerce la puissance paternelle. L'article 266 du Code de la famille nous dit que est mineur toute personne de sexe masculin ou féminin n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans. Ce qui veut dire qu'une fille, par exemple, de 16 ans qui se marie, a l'âge matrimonial mais n'a pas encore l'âge de la majorité.
Donc, ce qui veut dire que cette fille-là est autorisée à se marier, mais il faut qu'elle amène l'autorisation de celui qui exerce la puissance paternelle. En plus de ça aussi, il faut une différence de sexe aussi. En plus de ça, il faut qu'il y ait un lien de parenté éloigné. Donc, le mariage avec des personnes si vous avez des liens de parenté très proches avec la personne, le mariage est prohibé. Mais il y a des limites parce qu'il y a les mariages entre beaux-frères, belles-sœurs, etc., etc. D'accord. Voilà. Alors, peut-être avancer un tout petit peu par rapport à ça, c'était les conditions de fond du mariage. Revenir maintenant sur les conditions de forme, les formalités du mariage. Quelles sont les conditions de forme? Par rapport aux conditions de forme, si on regarde l'article 114 du Code de la famille, vous verrez qu'il y a une dualité des formes et qu'il y a deux formes privilégiées par le législateur. Il y a trois formes possibles pour le mariage, mais il y a deux formes privilégiées par le législateur parce que le souhait du législateur, c'est de mettre au centre de toute célébration de mariage l'officier d'état civil. C'est pour vérifier les conditions. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Conditions de fond, conditions pour éviter les vices du consentement, etc., etc. Cela revient aussi à parler du caractère solennel du mariage. Effectivement, l'intervention de l'officier d'état civil. Donc à ce niveau, si le mariage est un mariage célébré, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle mariage civil, le mariage qui est célébré par l'officier d'état civil, ou un mariage constaté, c'est-à-dire le mariage, le jour J, l'officier d'état civil va venir par exemple à la mosquée pour constater la célébration du mariage. Dans les deux cas, la procédure est la même. Ce qui diffère, c'est que là-bas, dans le mariage célébré, c'est l'officier lui-même qui célèbre le mariage, alors que dans le mariage constaté, vous venez, c'est la même procédure, un mois avant le mariage, vous faites part de votre projet de mariage à l'officier d'état civil, mais vous dites à l'officier d'état civil, le jour J, vous allez célébrer le mariage à la mosquée telle à partir de telle heure. L'officier d'état civil va venir à la mosquée ou envoyer son délégué ou son représentant et s'assiera comme un invité avec ses documents de mairie pour constater l'échange de consentement, pour constater la célébration du mariage. Et après, par le biais du formulaire type, dès l'instant que l'officier d'état civil reçoit ce formulaire type, il peut délivrer une copie d'acte de mariage à l'épouse et le livret de famille à l'époux. C'est la preuve du mariage. Alors, dans les deux cas, il faut une procédure. Pour vous expliquer qu'il est important de procéder à ces deux formes de mariage, mariage célébré ou mariage constaté, parce que ça permet de vérifier est-ce que toutes les conditions sont réunies à travers la délivrance de vos copies d'actes, par exemple, de naissance. Lorsque les deux vont voir l'officier d'état civil, ils vont faire part de l'officier d'état civil leur projet de mariage. Monsieur l'officier d'état civil, dans un mois, nous voulons nous marier, etc., etc. Le jour J, nous voulons que vous célébrez le mariage. On va revenir dans votre bureau pour que vous célébrez le mariage. C'est le mariage civil. Alors, durant cette rencontre avec l'officier d'état civil, les deux futurs époux vont délivrer à l'officier d'état civil chacun une copie de son acte de naissance. Si l'un d'entre eux n'a pas donc, la copie d'acte de naissance, cette copie peut être suppléée par ce qu'on appelle un acte de notoriété délivré par le juge de paix et contenant la déclaration faite par 3 témoins. Alors, c'est important parce qu'à partir de la délivrance de vos copies d'acte de naissance, l'officier d'état civil saura si, par exemple, la femme là qui veut se marier a l'âge matrimonial, a l'âge pour se marier. L'âge requis. L'âge requis. Donc, l'officier d'état civil va se rendre compte que la fille n'a pas encore l'âge de 16 ans. La fille est âgée de 15 ans. Alors, l'officier d'état civil va demander à la fille, mais où est la dispense d'âge? Parce qu'il faut une dispense d'âge. Si vous n'avez pas la dispense d'âge, l'officier d'état civil ne va pas continuer le projet de mariage. L'officier d'état civil peut se rendre compte que la femme n'a pas encore l'âge de 18 ans. Parce qu'une femme peut avoir l'âge matrimonial sans avoir l'âge de la majorité. Donc, imaginez par exemple, c'est une femme de 17 ans. Donc, cette femme a l'âge matrimonial, mais n'a pas encore 18 ans, l'âge de la majorité. L'officier d'état civil va dire à la femme, mais où est l'autorisation de celui qui exerce la puissance paternelle? Si la femme ne l'a pas, l'officier d'état civil va dire à la femme d'aller se régulariser. Ce qui veut dire que cette rencontre est inévitable, cette rencontre est importante. L'officier d'état civil va vérifier est-ce que toutes les conditions sont réunies. L'officier d'état civil va leur poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà marié dans le passé? Si oui, suivant quelle forme le mariage a été célébré? Quelles étaient les causes du divorce? Et l'officier aussi va s'informer s'il n'y a pas, par exemple, des régimes matrimoniaux qui ont été optés et qui peuvent donc être un empêchement à la célébration de ce mariage. L'officier d'état civil leur informe sur la dot. Est-ce que vous exigez le paiement de la dot? La dot, c'est une somme que donc, le futur époux va verser donc, à la femme et qui est fixée par la loi sur les cérémonies familiales. La dot est fixée à 3 000 francs CFA. Avec aussi, en plus des frais que l'on appelle les frais de réjouissance, qui sont des dépenses pour la fête, pour convoler en juste noces, qui s'élèvent aussi à 15 000 francs. Et là,
vous voyez dans la pratique, vous donnez 2 millions par exemple. Dans la pratique. La pratique n'a rien à voir avec le droit. Avec le droit. Vous donnez 2 millions. Imaginez, vous donnez 2 millions au début et que la femme refuse le mariage. Si on demande à la femme de rembourser, la femme ne va rembourser que le montant qui a été fixé par la loi. Ce qui veut dire que les 2 millions et X restants, vous allez les perdre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà, c'est ça. Donc, l'officier d'état civil va leur poser des questions. Est-ce que vous exigez le paiement de la dot? Si oui, quel est le chiffre qui sera fixé? Quelle est la portion que la femme va percevoir avant la célébration du mariage? Quel est le terme qui est fixé pour le solde? Mais aussi leur informer sur les options. Options de polygamie ou options de monogamie. Et à l'absence de choix, on vous dit, c'est l'option de polygamie qui s'applique. L'homme sera autorisé à avoir plusieurs épouses. L'officier aussi leur informe sur les régimes. Donc, l'officier interpelle les deux qu'ils doivent s'entendre sur un régime de séparation des biens. Et à l'absence aussi de choix de ce régime, c'est le régime de séparation des biens qui s'applique parce que c'est le régime de droit commun et c'est un régime qui rime avec la polygamie. Ou bien les époux aussi peuvent adopter irrévocablement le régime total, qui est un régime rarissime, mais qui est prévu par le législateur, que vous pouvez même ne pas rencontrer en droit sénégalais. C'est un régime selon lequel des biens sont donnés à la femme à l'occasion de la célébration du mariage et que c'est le mari qui va les administrer durant le mariage. Ou bien les époux optent pour le régime de séparation, de communauté des biens, régime communautaire de participation aux meubles et acquis, qui rime avec l'option monogamie. Voilà. Et l'officier d'état civil, à travers donc ces questions-là, les deux vont revenir le jour J. L'officier va les reposer les mêmes questions et les deux seront tenus d'y répondre de manière définitive. Et ce qui est plus important dans ces deux formes de mariage, célébrées ou constatées, il y a cette publication au niveau de l'état civil du projet de mariage. Ça aussi, c'est important de le rappeler. La publication. L'officier d'état civil va publier le projet de mariage. Monsieur et madame tel veulent se marier le jour tel, de profession, monsieur et madame tel, de profession telle, qui s'habitent, domiciliés tel, etc., veulent se marier le jour tel, à la mosquée tel, etc., ou à la mairie tel. Cette publication est importante, même si le procureur de la République peut dispenser l'officier d'état civil de cette publication pour des causes, par exemple, graves. Mais cette publication est importante parce que cette publication va permettre à toute personne, par exemple, qui passe au niveau du tableau de l'état civil, parce que la publication va durer 15 jours, et qui se rend compte que X et Y veulent se marier, et qui constate qu'il y a un fait de nature à empêcher la célébration du mariage, de pouvoir informer l'officier d'état civil. Et l'officier d'état civil informé doit surseoir à la célébration du mariage et aviser le procureur de la République dans un délai de 48 heures pour que le procureur puisse former opposition. Le procureur de la République peut lui demander de passer outre, mais si le procureur constate qu'il est avéré qu'il y a un fait de nature à empêcher la célébration du mariage, le procureur de la République doit former opposition qu'il va faire par la voie administrative, par notification à l'officier d'état civil et aux futurs époux qui, même s'ils sont mineurs, peuvent demander mainlevée de cet acte d'opposition. Et l'acte d'opposition, on vous dit, cesse de produire ses effets au-delà d'une année, mais cela peut être renouvelé. Alors, donc ça, c'est important. Tout à fait. Ça, c'est le mariage célébré, le mariage constaté. Tous les deux, c'est par l'officier de l'état civil. Maintenant, il y a une forme de mariage qui cause énormément de problèmes. C'est le mariage coutumier non constaté. Effectivement. Alors, ce mariage-là, pourquoi ça pose énormément de problèmes? Oui, le mariage coutumier non constaté, c'est un mariage, en réalité, qui est célébré en dehors de l'intervention de l'officier d'état civil. C'est un mariage qui pose énormément de difficultés aux législateurs sénégalais, mais aussi aux époux. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, à travers ce mariage, de vérifier les conditions. Parce que les deux ne se présentent pas devant l'officier d'état civil. Je vous ai dit, vous savez, beaucoup de projets de mariage s'arrêtent à partir du moment où l'officier d'état civil, par exemple, a posé la question à l'homme, vous optez pour la polygamie ou la monogamie. L'homme a opté pour la polygamie, la femme désiste. Parce que c'est une femme qui ne supporte pas la polygamie. Si c'est un mariage coutumier non constaté, la femme ne peut pas le savoir. Et qu'en réalité, si c'est un mariage coutumier non constaté, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en cas de mariage coutumier non constaté, on va faire comme si le mari a opté pour la polygamie. Ça, c'est un autre problème, en réalité. Donc, dans ce mariage coutumier non constaté, on ne vérifie pas les conditions. Cette rencontre avec l'officier d'état civil est inévitable. Parce qu'à travers cette rencontre avec l'officier d'état civil, par exemple, peut se rendre compte si la femme est consentante ou pas, l'intention matrimoniale. L'officier d'état civil, par exemple, se rend compte qu'il y a 30 minutes, à chaque fois que je regarde l'homme et que l'homme regarde la femme regarde les fenêtres. En réalité, c'est un comportement de la femme qui est abracadabrantesque. Vous un écoutez comportement Radio École. bizarre.
Pourquoi? Parce que deux personnes qui s'apprêtent à se marier, en réalité, ne peuvent pas s'empêcher de se toucher la main dans la main, de se regarder. Une certaine complicité. Effectivement, se regarder les yeux dans les yeux. Mais à chaque fois que l'homme regarde la femme regarde les fenêtres. L'officier d'état civil va se dire que c'est bizarre. Est-ce que la femme est consentante? Est-ce que ce n'est pas un mariage blanc? Est-ce que ce n'est pas seulement un mariage pour avoir un billet d'avion, etc. etc. C'est un ensemble de problèmes que ça pose. Le mariage coutumier non constaté, on ne peut pas vérifier les conditions. L'imam célèbre le mariage. Le plus difficile, ce qui pose beaucoup plus de problèmes, chez nous par exemple les musulmans, lorsque le mariage est célébré à la mosquée, en réalité l'imam, ce n'est pas l'officier d'état civil. L'imam, généralement, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études de droit. Mieux, ce n'est pas quelqu'un qui a fait les bancs. La seule question même que l'imam pose à la mosquée, est-ce que la femme est enceinte ou pas? Et les deux membres de famille vont se précipiter pour dire à l'imam non, la femme n'est pas enceinte, célèbre le mariage. Et ce qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus grave, c'est que à la mosquée, les deux futurs époux n'y sont pas. À la mosquée, ce sont les membres de la famille de l'homme, les membres de la famille de la femme. L'imam va demander aux membres de la famille de l'homme, vous, membres de la famille de l'homme, demandez la main aux membres de la famille de la femme. Vous, membres de la famille de la femme, acceptez, le mariage est célébré. Peut-être au moment où l'imam célèbre le mariage, la femme s'enferme même dans sa chambre et pleure à chaudes larmes, parce que c'est un mariage forcé. Mais on ne peut pas vérifier tout ça. Et pourtant, le législateur leur donne la possibilité de se rattraper, ces deux qui ont opté pour le mariage coutumier non constaté, par des procédures particulières. La procédure de déclaration tardive, lorsque la célébration jusqu'à présent n'a pas dépassé les 6 mois, les deux peuvent se rendre à l'état civil, accompagnés de 4 témoins, 2 témoins de chaque côté, qui vont témoigner qu'ils étaient présents à la mosquée et que les deux y étaient aussi, et que les deux avaient donné leur consentement. Ces 4 témoins mentent souvent. Parce que ces 4 témoins affirment devant l'officier d'état civil que les deux futurs époux étaient à la mosquée et avaient donné leur consentement. Alors que je l'ai dit tout à l'heure, les deux n'y sont pas à la mosquée. Ce sont les membres de famille. Le plus souvent, ils n'y sont pas. Effectivement. Et généralement, l'officier d'état civil va délivrer l'acte, la preuve du mariage. La procédure aussi d'inscription tardive, lorsque ça dépasse 6 mois, il faut aller chez le juge pour une autorisation d'inscription tardive d'acte de mariage. Là aussi, on ne peut pas vérifier toutes les conditions, raison pour laquelle on comprend cette panique, cette peur de Serge Guinchard, qui dit que les juges devraient faire beaucoup plus de preuves de prudence, parce que tout simplement, il y a une possibilité d'autoriser l'inscription d'un mariage forcé, ou bien même des concubins peuvent invoquer faussement l'état de gens mariés pour bénéficier des avantages du mariage. Ça pose beaucoup de difficultés aux législateurs, mais aussi ça pose beaucoup de difficultés aux époux. La question de la preuve du mariage, les époux n'ont pas la preuve du mariage. Imaginez, les époux veulent procéder à une séparation de corps. La séparation de corps, c'est l'état selon lequel tous les effets du mariage demeurent, sauf l'obligation de cohabitation. Alors, la séparation de corps, que la séparation de corps soit une séparation de corps par consentement mutuel, il faut que cette séparation soit constatée par le juge. La séparation de corps par contentieux aussi nécessite l'intervention du juge, article 182, 183 du Code de la famille. Alors, comment le juge va prononcer cette séparation de corps? Le juge n'a pas la preuve du mariage. Ce qui veut dire que les deux, peut-être, vont procéder à une séparation de fait avec ses conséquences néfastes. Ce qui pose beaucoup plus de difficultés aussi, c'est la rupture même du mariage coutumier non constaté. La rupture du mariage coutumier non constaté, parce que vous le savez mieux que moi, le législateur vous donne la possibilité de se marier sans l'intervention de l'officier d'état civil, mais le divorce ne peut être que judiciaire. Vous ne pouvez pas vous divorcer sans l'intervention du juge. Le divorce est judiciaire, ce que beaucoup de personnes ignorent. Alors, que le divorce soit un divorce par consentement mutuel, que j'appelle divorce sans heurts, ni peur, ni pleurs, ni conflit, ni litige, ni contentieux, ce divorce nécessite l'intervention du juge. Que le divorce soit un divorce aussi par contentieux, c'est-à-dire un divorce découlant d'une différence de point de vue, un conflit portant sur une question de droit que l'on appelle litige, et que le juge est saisi, parce qu'en droit, on fait la distinction entre conflit, litige et contentieux. Un conflit, c'est une différence de point de vue. Un conflit peut ne pas porter sur une question de droit. Si le conflit ne porte pas sur une question de droit, on ne parle pas de litige. Je vous donne un exemple. J'ai 2 frères, Moustapha Bassirounia et Mam Cheikh Nia. Mam Cheikh Nia dit à son petit frère Moustapha Bassirounia que sa femme est la plus belle de la maison. Moustapha Bassirounia réplique en arguant que c'est sa femme qui est la plus belle de la maison. En réalité, c'est un conflit, c'est une différence de point de vue, mais qui ne porte pas sur une question de droit, qui n'est pas un litige. Ce n'est pas le législateur qui va venir pour les départir. Le législateur a d'autres chats à fouetter. Si le conflit porte sur une question de droit, ici, il y a différence de point de vue. L'un veut divorcer, l'autre ne veut pas divorcer. Ça porte sur une question de droit, parce que c'est la question du divorce qui est réglée par le législateur. C'est un litige. Et si le juge est saisi, pour que le juge tranche ce litige, c'est à partir de ce moment où on parle de contentieux. Alors, le divorce par contentieux nécessite aussi l'intervention du juge. Si vous introduisez la requête, il faut y adjoindre le certificat de mariage pour que le divorce soit prononcé. Toujours la preuve. La preuve.
Si vous n'avez pas la preuve, comment le juge pourra prononcer un divorce alors qu'il n'a pas la certitude que ce mariage existe? Alors les époux auront comme unique rempart la répudiation. Parce qu'il y a la procédure de la régularisation des fois qui est lente et des fois la procédure de la régularisation peut ne pas aboutir. Ce qui veut dire que les deux peuvent opter pour une répudiation. La répudiation qui est très coutumier déjà dans notre société. Dans notre société. Alors que le droit, le législateur ne connaît pas la répudiation. La répudiation est bloquée par sa suppression, mais aussi risquée par ses assimilations. Par exemple, divorce qui peut être éventuellement prononcé au tort exclusif du mari. Lorsque le mari répudie sa femme et que sa femme donc contracte se marie avec une autre personne, en réalité, le premier mariage existe toujours aux yeux du législateur. Ça veut dire que la conséquence est fâcheuse. Est fâcheuse. Le premier mariage, le premier lien existe toujours. Ce qui veut dire que si, par exemple, le mari est jaloux, et que le mari est jaloux de voir que, après avoir répudié sa femme est heureuse avec un autre homme, le mari peut faire tout pour qu'on puisse poursuivre la femme pour délit de bigamie. De bigamie, tout à fait. Délit de bigamie. Vous vous rappelez de l'affaire la chanteuse là? Tout à fait, tout à fait. Ça avait fait du bruit au Sénégal. Effectivement, Fatou Gueye, qui a été poursuivie pour bigamie en 2008. Pourquoi? Parce que Fatou Gueye a été répudiée par son mari. Fatou Gueye, pensant que la répudiation est valable, ça suffit comme divorce pour séparation. En réalité, Fatou Gueye se remarie avec un autre homme. Elle a été poursuivie et condamnée pour bigamie en 2008. Ce qui veut dire que ça pose énormément de difficultés. Ce mariage coutumier non constaté par rapport à la preuve du mariage. C'est un mariage qui pose énormément de difficultés et aux législateurs sénégalais et aussi aux futurs époux. Et que donc les futurs époux devraient savoir que le mariage célébré et le mariage constaté est dans leur intérêt. Est dans leur intérêt, surtout par rapport à la preuve du mariage. En plus des avantages que ce mariage confère, parce que les deux mariage célébré et mariage constaté, si vous optez pour ces deux formes-là, votre mariage est opposable à l'État. Par contre, si c'est un mariage coutumier non constaté, le mariage est inopposable à l'État. Vous ne pouvez pas bénéficier des prestations familiales, par exemple, même si c'est une sanction qui est insuffisante parce que c'est pour les fonctionnaires. Et vous voyez le pourcentage des fonctionnaires au Sénégal. Il y a aussi cette amende, cette infime amende. Donc, lors de la régularisation, si vous optez pour un mariage coutumier non constaté, on peut vous condamner à payer une amende de 18 000, mais 18 000, ça vaut absolument rien. Aujourd'hui, voilà. Surtout par rapport au mariage, au caractère solennel du mariage. Moi, ce que je voulais envie de constater, c'est que quand même, du début jusqu'à la fin, dans le mariage, on constate l'aspect solennel du mariage. Je crois que c'est très important. C'est très important. Alors, Massa Mounia, je crois que ce sujet est assez vaste et ô combien important que l'on ne peut pas le vider en une seule émission. Ça, c'est vrai. Et je crois que nous ne manquerons pas de revenir, vous ne manquerez pas de revenir ici sur ce plateau de droit et société pour reparler, en tout cas, parce qu'il y a d'autres choses à parler sur le mariage. Quand on parle de mariage, on peut aussi penser au divorce, la nudité du mariage, les effets. Vrai. Je crois que c'est à l'égard des tiers, à l'égard des fils peut-être, c'est très important. Et ça a été un plaisir en tout cas pour moi de vous recevoir sur ce plateau de droit et société. Et je rappelle à nos chers auditeurs que Droit et Société est une émission qui traite les questions contemporaines relatives à la jeunesse surtout. Alors n'hésitez pas à passer à Télé-École, à Radio École sur la 106.1 Droit et Société. Massamba, quel est le dernier mot? Alors, le dernier mot, comme on a l'habitude de le dire, d'abord, ensuite et enfin. D'abord, le dernier mot est adressé à tout un chacun. Je vous recommande de suivre régulièrement l'émission parce que c'est une émission qui est purement éducative. Tout à fait. Ensuite, un dernier mot adressé à la population sénégalaise et surtout à la jeunesse sénégalaise. Allez s'informer du droit. Parce que le droit, il ne faut pas se dire non, je ne suis pas juriste, donc je me désintéresse du droit. On n'a pas besoin d'être juriste ou d'être orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques pour s'informer du droit, parce que le droit est partout et le droit est dans tout. Le droit est incontestablement irrésistible et incontournable. Le droit appartient à tout le monde. Nemo sensetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, cette population, allez chercher le droit. Si je suis là pour discuter, par exemple, du droit de la famille, c'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas parce que j'ai beaucoup de connaissances, non. C'est parce que juste j'ai des informations que peut-être d'autres n'ont pas. Alors, il suffit juste de s'informer, par exemple, de fouilleter le code de la famille pour savoir le régime juridique, etc. etc. Et enfin, comme le disait le sage de Bandiagara, Amadou Hampateba, une citation que mon ami Bouba Diallo aime tellement, merci est un bien et modeste petit mot qui ne sort de la bouche
que sous l'effet d'un acte qui inspire la gratitude. Sur ce, je vous dis merci infiniment. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre et de rester fidèles à la 106.1 Radio École et à votre émission Droit et Société. C'est toutes les semaines pour une émission, un thème sur le droit et sur la société. Restez connectés sur la 106.1 dans toutes ces plateformes. L'information, c'est H24. De la télé, vous passez à la radio et de la radio, vous passez à la télé. La 106.1 Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École.